Hi guys! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020, que pour vous cette année soit celle de la réussite, que ce soit personnelle, professionnelle, voilà, que vous ayez la santé, etc., que tout aille bien dans votre vie, tout simplement. Donc on commence l'année avec un nouveau nom de chaîne. Alors nouveau nom de chaîne, oui et non en fait, hein. C'était tout simplement une façon de revenir un peu à Chiefs World, mais Chiefs World j'aimais pas trop, très clairement ça faisait trop Disney World. Du coup j'ai préféré trouver un autre type de nom qui rassemble un petit peu cette idée. Vous verrez effectivement ce que ça donne par la suite. Alors je sais que vous êtes beaucoup souvent à me demander qu'est-ce que tu regardes en ce moment, quelles sont tes séries préférées de toute ta vie, vraiment celles qui t'ont le plus marqué dans toute ta vie. On me demande souvent justement des petites suggestions de visionnage, hein, très clairement. Et je vois aussi sur Twitter qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ils ont vu tout un tas de séries et ils savent pas trop quoi regarder. Et donc pour le coup, je pense que le site Favorites va vous intéresser. Alors Favorites est donc partenaire de cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est pour expliquer? Donc sur ce site que vous pouvez utiliser à la fois sur mobile ou sur ordinateur, vous allez pouvoir faire vos top 5. Alors ça peut être top 5 séries, top 5 films, top 5 BD, top 5 livres ou top 5 de musique. C'est quand même très varié. Vous pouvez faire votre top des séries du moment ou vous pouvez faire tout simplement le top de votre vie. Voilà, par exemple, moi j'ai fait mon top des séries de ma vie, tout simplement. Donc vous avez le lien dans la description. Je vous invite bien évidemment à faire le vôtre. Et quel est l'intérêt surtout de tout ça? C'est que vous allez avoir des suggestions derrière. Alors ça vous évite de passer 300 ans sur Netflix, à parcourir tout le catalogue, à chercher ce que vous allez regarder, ou alors attendre le mail de Netflix qui va vous dire attendez, ça va peut-être vous intéresser. Et puis en fait, peut-être pas du tout. Là pour le coup, les suggestions vont être vraiment très proche de vos goûts parce que justement vous avez fait vos top 5 et en plus vous avez la possibilité de dire si vous avez vu telle œuvre ou non, si elle vous intéresse ou non, et donc vous aurez des suggestions dans ce sens-là. D'autre part, vous allez aussi avoir des suggestions de profils qui eux ont les mêmes goûts que vous, c'est-à-dire qu'il y a d'autres utilisateurs qui eux aussi ont fait leur top, eux aussi ont marqué leurs préférences, et donc vous allez justement voir les profils de ces personnes qui ont les mêmes goûts que vous, et en allant sur ces profils, vous pouvez effectivement découvrir des séries, des films ou autres qui peuvent vous intéresser. Donc là vraiment, c'est vraiment intéressant en termes de découverte. Voilà, si vous savez plus quoi regarder, vous manquez un peu d'inspiration par rapport à ça, vous faites vos tops sur Favorites et puis vous laissez le site vous guider par rapport aux suggestions. Et je pense que dans tous les cas, vous trouverez la série, le film, le livre, la BD ou la musique qui vous plaira dans tous les cas. En tout cas, je vous ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. On va donc passer maintenant au top 10. Mais je pense que ça va faire jaser parce qu'il y a des séries qui n'y sont pas et que je sais que beaucoup de gens ont encensé, etc. sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Et moi, ça va pas être dans les premiers. Donc ouais, ça va. Je pense que je vais prendre quelques commentaires assez salés, mais je suis prête. Voilà, c'est le début de l'année. I'm ready for it. En 10e position, j'ai mis Modern Love. Pourquoi j'ai mis Modern Love? Parce que tout simplement, j'ai apprécié la série. Mais j'ai aimé le concept, effectivement, d'une histoire par épisode. Alors, pour expliquer très rapidement, Modern Love, en fait, c'est l'adaptation d'une rubrique du New York Times du même nom, donc avec de vrais témoignages, etc. J'adorais parce que c'est touchant. Alors, ça fait penser un peu à du Love Actually, mais Love Actually où je trouve j'ai pas forcément apprécié. Là, j'ai bien aimé justement la diversité des histoires amoureuses, la diversité des problématiques. Ça touche tout le monde, hein, les jeunes, les moins jeunes, etc., les plus vieux. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment fait avec une bienveillance assez incroyable. Vraiment, c'est un vent de fraîcheur. Ça fait réfléchir aussi parce qu'on peut se reconnaître. Il y a un espèce de phénomène quand même d'identification qui arrive assez rapidement quand même dans cette série, pour certains épisodes en tout cas. Et on a la larme à l'œil à certains épisodes parce que ça prend au trip, quoi. C'est raconté avec une douceur, comme je disais, avec une bienveillance, parce qu'il y a des sujets quand même qui peuvent être un peu touchy, et au final, ils arrivent toujours à rendre le truc bienveillant, en fait. C'est une série dont on a très peu parlé, qui est disponible sur Prime Video. C'est une série rafraîchissante qui fait beaucoup de bien. En 9e position, et là, je vais me faire taper sur les doigts sévères. The Witcher de Netflix. The Witcher, c'est l'amour chien et chat, en fait, moi, avec The Witcher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que j'étais très dur avec la série, parce qu'effectivement, la série a cartonné, il y a beaucoup de gens qui ont adoré, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, et je signe, et je persiste, j'ai bien aimé, mais c'est pas fantastique, quoi. C'est pas, voilà, comme je disais, l'aspect cheap m'a beaucoup embêté, côté narration, qui est un petit peu complexe, et effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire, et beaucoup de personnes m'ont dit aussi sur les réseaux sociaux, que la narration leur avait posé problème, et notamment les personnes qui n'ont pas lu les livres. Cependant, j'ai aimé rentrer dans cet univers que je connaissais déjà un petit peu quand même, parce que j'aimais bien déjà l'univers en plus, donc j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, et notamment vu que j'avais beaucoup d'attentes, forcément il y a des attentes qui sont déçues, et donc The Witcher se retrouve
retrouve en 9e position. Il y a certains moments quand même qui sont un petit peu mous, on va pas se mentir aussi, et d'autres moments plus trépidants. Techniquement, c'était pas au point, donc ça le faisait pas, mais j'appréciais les personnages, j'appréciais rentrer dans cet univers, voilà, j'aime beaucoup la fantasy, donc ça m'a fait un grand plaisir, donc c'était sympathique à suivre, mais c'est déjà bien en vrai dans le top 10, hein. Franchement, The Witcher dans le top 10, sachant tout le problème, tous les problèmes techniques et narratifs, je trouve que 9e en vrai c'est quand même une bonne position, donc je vais pas encore lâcher dans les commentaires. Moi. L'univers fait toute la série très clairement, les acteurs aussi font le très gros de la série, malheureusement voilà, en termes de réalisation c'est pas... En 8e position, je sais, on va me dire, mais pourquoi je sais pas plus haut The Boys. Coup de cœur, vraiment un des coups de cœur de cette année. 8e position parce que en haut, voilà, tu peux pas tester quoi. Donc une série Prime Video. Donc pour expliquer un peu le délire, on est totalement sur la déconstruction du mythe du super-héros quoi. C'est le super-héros, il est pas badass et gentil, tout ça. Le super-héros, c'est un pur objet de marketing. Le super-héros, il est sur les réseaux sociaux, il gère son image, etc. Enfin voilà, il rapporte de l'argent, il est pas sympathique, il cause des dommages collatéraux et il s'en bat les steaks total. Et il y en a qui en sont victimes. Donc on va avoir le focus sur deux personnages. Un qui est un jeune homme qui est effectivement victime collatérale de ces super-héros qui sont d'ailleurs appelés super, et une jeune fille qui, elle, veut rentrer dans l'élite des super-héros. Donc les super-héros sont les méchants justement de cette série, et on va y avoir toute une bande qui va se créer justement, qui va avoir pour but de stopper tout ça, quoi, très clairement. Après avoir bouffé du super-héros qui est globalement gentil, mais qui a quelques petites failles, etc., avec des nuances qui sont quand même assez limitées, entre guillemets, là on est sur du super-héros, tu sais pas s'il sauve pour vraiment sauver les gens, ou si c'est parce qu'il veut faire une photo sur Instagram et poster pour tout le monde, et être... et voilà, et s'attirer à sympathie des gens en fait, tu sais pas trop pourquoi il fait ça ou ça, je connaissais pas le comics, mais j'ai aimé ce concept original, j'aime quand on entend des choses différentes, et notamment quand on touche aux super-héros. Première saison très sympa, ouais, le côté gore, assez trash, beaucoup de choses qui étaient assez limite, et j'aime bien, ouais, on va vraiment au fond du truc quoi, on y va à fond. J'attendais rien de cette série et j'étais agréablement surprise. C'est une série qui met à mal les clichés, qui est entraînante, qui est intrigante, et la saison 2 j'ai bien hâte. En 7e position, c'est You saison 2. J'ai beaucoup hésité, j'ai remonté la série dans le classement, après je l'ai redescendu, j'ai pas arrêté. Hein. Bon, au début elle était quand même un peu plus haut dans le classement, mais au final je me trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent à la saison 1, même s'il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette saison 2. Alors You, c'est l'histoire en fait de Joe Goldberg, qui est un stalker comme on dit. Enfin, le mec, il est amoureux d'une nana, il la surveille, etc. Mais il fait tout un tas de choses malsaines en plus. C'est un psychopathe, très clairement. Mais c'est intéressant, cette série, parce que c'est narré par le personnage principal, qui est joué par Penn Badgley, qui est la surprise de l'année dernière, très clairement pour moi. On apprend à apprécier un personnage qui est techniquement vraiment détestable, hein. On va pas se mentir, il fait des choses horribles, etc. Mais la série nous la rend sympathique par certains aspects, justement, et d'autant plus quand on connaît les différences. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu les différences avec les livres, et je trouve que les chemins qui ont été pris ont été très intéressants justement. Et cette saison 2, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la 1. J'ai aimé le changement de ville, etc. Et justement, une ville qui est totalement en décalage avec la façon de penser de Joe. Enfin voilà, je savais que ça allait donner des choses intéressantes. J'ai été assez bluffée par les nouveaux personnages, la manière dont justement ils interagissent avec lui, la manière dont il va gérer tout ça et tout, sa nouvelle façon de penser, parce qu'il voilà, c'est un personnage qui évolue, et c'est ça que j'aime beaucoup dans You. On se retrouver confronté avec des personnages complètement imprévisible en fait, même s'il y a des trucs que j'ai vu venir, pour le coup voilà, il y a des retournements de situation qui sont intéressants. Malheureusement, je regrette quand même le fait que effectivement il y a des choses qui n'ont pas été assez approfondies, du coup il y a des twists qui ont un peu de mal à passer, mais globalement c'était une saison très chouette. En 6e position, The Mandalorian. Alors The Mandalorian, je l'attendais et je l'attendais pas en même temps. Honnêtement, je pensais être déçue par cette série. Et en fait, non, bonne surprise, agréable. C'est pas un truc de fou. En fait, c'est très bizarre parce que c'est une série que j'aime bien, tout en sachant que c'est pas extraordinaire en fait. Hein. Je sais pas comment expliquer. C'est simple, mais hyper efficace en fait. Je pense que je connais pas d'autres séries qui sont aussi simples et efficaces comme ça en fait. C'est-à-dire que ça marche totalement sur moi, alors que tout est prévisible. Enfin, on sait tout ce qui va se passer à l'avance très très largement. Il n'y a aucune surprise, mais ça marche en fait, hein. C'est vraiment un truc de fou, je sais pas pourquoi. Donc The Mandalorian, ça se passe 5 ans après l'épisode 6 de Star Wars. On suit le personnage de Mando, qui est un Mandalorien. Voilà, c'est pas... je crois pas que je vous l'apprends du coup, c'est le titre de la série. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans quasiment chaque épisode, donc c'est un chasseur de primes, et donc il va lui arriver des aventures. Donc on va aller sur telle planète, il va rencontrer tel personnage, qui va lui servir à ci, ça, et c'est court, mais ça fonctionne en fait. Alors oui, Baby Yoda, c'est le pur objet marketing, mais en soi,
Est-ce que c'est si choquant que ça dans le scénario? Je trouve pas du tout. En fait, il valide totalement la vibe kill-friendly de la série. Pour moi, c'est une série kill-friendly. De toute façon, c'est une série Disney+, c'est kill-friendly de ouf. Personnellement, ça m'a pas posé de problème. Hein. Oui, il est mignon, il est choupi. C'est cohérent par rapport à la série, l'univers de la série, etc. Donc, effectivement, on se retrouve avec ce personnage de Mando, qui est le chasseur de primes, qui est badass, qui est chaud et tout. Le mec, t'as pas envie de lui casser les noises. Et qui parle pas beaucoup, qui est joué par Pedro Pascal. Et à côté, on a le Baby Yoda, qui est tout mignon, qui fait un peu des conneries des fois, etc. Et justement, ce duo fonctionne parce que c'est touchant. Du coup, ce personnage, tu sais qu'il a pas envie d'être émotif, mais voilà, j'aime beaucoup comment ça a été tourné. On retrouve les éléments de Star Wars qu'on aime beaucoup, sans qu'on n'est pas là pour faire une redite des films, etc., de tout remettre dedans. Il n'y a pas de cahier des charges, oui, bah faut mettre ça. D'ailleurs, on voit pas de Jedi, par exemple. On peut faire tout un tas de théories par rapport à ceci, cela. Je trouve ça super bien filmé, et ça fonctionne. C'est émouvant, c'est prenant. Des fois, on va pas se mentir, c'est un peu long à s'installer, les épisodes sont peut-être un peu longs, mais à chaque fois, à la fin de l'épisode, je fais non, franchement, c'était sympa. Voilà, je sais pas comment ils réussissent à faire ça, c'est souvent, pourtant, on perd assez vite. Et là, pour le coup, je sais à chaque fois que l'épisode va être un peu long à commencer et qu'au final, je vais apprécier, même s'il y a des épisodes qui sont quand même moins bons que d'autres. Globalement, The Mandalorian, c'est oui. C'est qu'il y a des gens qui vont acheter la peluche Baby Yoda. J'ai hâte d'avoir ce nom, parce que si c'est un nom dégueulasse, les gens ils vont crier au scandale. Ça va être drôle. En deuxième position, j'ai mis Star Trek Discovery saison 2. C'est une série vraiment que je défends tout le temps. Pour le coup, la saison 2 était pour moi meilleure que la première saison, où il y avait des choses que j'appréciais pas, des personnages qui m'énervaient, etc. Des intrigues, on savait pas trop ce qu'elle faisait là. Et là, pour le coup, j'ai trouvé la saison 2 beaucoup plus rythmée, beaucoup plus liée. Voilà, il y avait vraiment une espèce de fil conducteur qui était cohérent et qui était vraiment là pendant toute la saison. J'ai vraiment apprécié ça. On a beaucoup développé la relation entre les personnages. J'ai trouvé vraiment que c'était une saison extrêmement touchante. Il y a plein de moments où j'ai fait oh là là, j'avais trop peur pour mes persos préférés et tout. Et puis il y avait ce côté aussi où on a du mal à suivre, quoi. On comprend pas trop. Alors moi, je suis néophyte dans l'univers de Star Trek. J'ai vu voilà, quelques films. Je connaissais 2-3 trucs du lore grosso modo, mais j'ai vraiment commencé dans l'univers Star Trek avec cette série. Du coup, il y a forcément des choses qui sont un petit peu floues pour moi. Et pour les néophytes, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a des références à la série originale et même, je crois, à Star Trek Enterprise, je crois, si je dis pas de bêtises, mais c'est expliqué, donc du coup on arrive quand même à reconstituer le puzzle, donc ça se passe plutôt bien, mais effectivement il y a un truc avec les timelines, vraiment en termes de narration, en termes de gestion d'intrigue, c'était très réussi. Je trouve que c'est clairement une série sous-cotée de fou. Vraiment, je vous invite à la regarder. Cette saison 2, pour moi, était meilleure que la saison 1. En quatrième position, c'est un classique. J'adore cette série, Stranger Things, saison 3. Dans l'ordre, pour moi, il y a la première, la troisième et la deuxième. La deuxième, c'est celle que j'ai le moins aimée. On est toujours avec notre bande de gamins contre l'Upside Down et ses créatures bizarres, etc. Je me demandais comment ils allaient pouvoir un peu renouveler la série. Voilà, bien apprécier justement ce qu'ils ont apporté. Notamment, alors, nouveau décor. J'ai adoré le centre commercial, toutes ces couleurs, etc. Tout ce qu'on amène aussi par rapport à la culture de l'époque. Hein. Notamment aussi les personnages qui ont évolué, les enfants grandissent, les adultes, deviennent des vrais enfants. Du coup, il y a tout un tas de problématiques personnelles qui sont mises, en plus de la menace qui est proéminente et tout, et qui est omniprésente dans cette saison 3. Et justement, j'ai aimé comment la menace était vachement insidieuse et comment elle s'est présentée. Je trouve ça assez original. La fin de saison est touchante au possible et juste incroyable. Des moments quand même un petit peu de latence, et clairement la fin de saison a rattrapé vraiment tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se focus sur un groupe, sur un autre groupe, et j'ai un peu de mal avec ça dans toutes les séries, dans tous les cas. Effectivement, la fin de saison est dingue, et même en termes de réalisation, il y a vraiment des plans, faut vraiment penser aux films d'horreur de l'époque, quoi. Enfin, c'est clairement une série culte, je n'ai pas pu ne pas apprécier en fait. Saison très sympathique, même si c'était pas la meilleure, ils ont quand même réussi à me surprendre. En troisième position, mais toujours très haut dans le classement, pourtant c'est déjà sa deuxième saison, les nouvelles aventures de Sabrina partie 2, ou Chilling Adventures of Sabrina. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Alors, c'est pas les aventures de Sabrina avec des paillettes, voilà, la coiffure et les fringues des années 90, non du tout. C'est adapté du comics du même nom. Donc, c'est-à-dire la variante très très sombre, etc., un peu glauque, voilà, de Sabrina l'apprentie sorcière, tout simplement. J'avais énormément apprécié la saison 1, j'avais trouvé, franchement, très honnêtement, c'est l'une des séries qui maîtrise le mieux son rythme. J'aime ce côté que j'ai toujours affectionné, c'est-à-dire ce petit côté trilogie du samedi. Les séries du trilogie du samedi, je retrouve énormément ça. Pour moi, c'est une série qui peut faire renaître les trilogies du samedi très clairement sur M6 le samedi soir, sans aucun problème. Il y a vraiment cette vibe-là, à la Buffy, à la Charmed, etc. Ce côté mystérieux, peut-être un peu glauque par moment,
ce côté femme forte, la bande à Scooby-Doo, etc. Les méchants, sont méchants, mais en même temps on les aime bien quand même. C'est ça, c'est des méchants, j'ai du mal à les détester en fait. J'ai vraiment du mal à ne pas aimer les méchants. C'est très compliqué, j'aime quasiment tous les personnages, à part certains de la bande à Picsou là, enfin, 2-3 PNJ là, du groupe qui servent à rien et qui débloquent des moments de l'histoire comme ça, mais pas vraiment d'intérêt scénaristique sinon à part ça. Je me suis pas du tout ennuyée dans cette saison 2, je crois même que j'ai même préféré la saison 2 à la saison 1, notamment le personnage de Miss Wardwell est juste dingue. Il y a des personnages très très forts en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est une série qui est portée par des personnages très forts, les acteurs sont très très bons, ils portent la série, l'univers est bien travaillé, ne serait-ce que dans l'esthétisme, etc., les décors, tout ça, tout est bien travaillé, c'est glauque, parce que voilà, des fois il y a des espèces de dilemmes moraux, des choses un peu spéciales, c'est malsain, mais en même temps il y a ce côté un peu jeune, ils arrivent bien à doser ça. Franchement, c'est très bonne série. Vraiment une saison 2 qui a été maîtrisée. En deuxième, je crois qu'on a oublié que c'était cette année qu'il y avait la dernière saison de Game of Thrones. Donc, Game of Thrones, saison 8. Parlons-en. Quelques mois après, qu'en penser avec du recul bon. En deuxième position, oui, ça aurait dû être la première position de Game of Thrones en fait. Techniquement, j'aurais dû mettre plus bas dans le classement parce que ça a été une déception, mais faut reconnaître que les qualités qu'a cette saison, elles surpassent quand même les qualités de beaucoup de séries. Donc je pouvais pas mettre plus bas en fait Game of Thrones parce qu'en plus il y a une espèce d'affect quand même qui est toujours présent et l'affect, je fais pas un top technique, voilà, le scénario, 10 sur 20, et la technique, etc. Il y a le côté affect qui rentre en jeu, donc forcément il y a des séries que j'ai envie de revoir, il y a des séries pour lesquelles subjectivement je vais forcément pardonner plus de choses que d'autres, forcément. Par contre pardonner des trucs de la saison 8 à Game of Thrones, ça peut-être pas abuser non plus. Donc Game of Thrones saison 8, je vais pas présenter Game of Thrones, je crois que vous connaissez tous, je pense. Game of Thrones saison 8. Pourquoi deuxième parce que ça reste Game of Thrones quand même, parce que ça reste quand même une série que j'ai adorée. Ça reste une de mes séries préférées de tous les temps, mais en termes de réalisation c'était assez ouf. J'ai ressenti des émotions que j'ai rarement ressenties devant une série télé en fait. C'était juste dingue. Il y a eu le point final, est-ce que c'était bien fait ou pas? J'ai envie de vous dire non. Le fond était bon, la façon était très clairement pas bonne. Hein. Ça allait pas du tout. En tout cas, déjà finir la saison 7 sur 10 épisodes et finir la saison 8 sur 10 épisodes et une saison 9 sur 10 épisodes, je pense que déjà ça aurait été mieux, hein, très clairement. Il y a vraiment des moments d'émotion, des moments qui vont rester quand même comme cultes. Il y a des moments qui m'ont marqué, qui me marqueront à vie. Il y a des moments d'incohérence, des choses qui sont rendues incohérentes parce qu'on les a pas bien amenées. Malheureusement c'est ça, mais en soi il y a quand même de très bonnes choses à garder. Donc je vais pas cracher sur Game of Thrones et dire ils ont tout gâché toute la série, etc. avec la saison 8. Non, en termes de réalisation, les batailles étaient quand même dingues. Un peu de bataille qu'il y a eu. Voilà. Les effets spéciaux étaient là, l'esthétisme était là, les acteurs étaient là. Tout était là, mais pas de la bonne façon, quoi. Pour moi, il y a eu un réel ascenseur émotionnel et je demande pas non plus la lune aux séries, quoi. Et déjà, si on arrive à me faire pleurer, à me faire rire, à me donner la petite boule dans la gorge, c'est déjà la série a réussi quand même pas mal de choses. Donc oui, j'ai envie de me dire, maintenant que c'est fini, maintenant qu'on peut plus rien y faire, est-ce que maintenant, je dois pas accepter et me dire, oui, ça, effectivement, ça aurait pu être autrement, mais bon, maintenant c'est fait. Et globalement, il y a quand même beaucoup de scènes que j'ai beaucoup appréciées, ça reste Game of Thrones, donc je me voyais pas mettre plus bas dans le classement, ça aurait pas été honnête par rapport à l'amour que j'ai pour cette série. Donc malgré la déception, ce serait quand même une deuxième place. Et donc, la première série de ce classement, je sais pas si ce sera une surprise ou pas, c'est Watchmen. Alors Watchmen, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, ne demandez pas. Watchmen, réel coup de cœur, réel coup de cœur. Franchement, c'est la série qui se rapproche le plus pour moi de la perfection. Alors, série mini-série parce qu'effectivement ça a été créé pour une saison, alors il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il va y avoir une saison 2, etc. On demande aux acteurs, on demande Damon Lindelof, etc. Donc Watchmen qui est une sorte de suite du comics, hein. Alors pour ceux qui veulent regarder Watchmen, comme je disais, faut mieux soit vous avez lu le comics, effectivement là vous avez tous les éléments complets pour commencer la série, soit vous avez vu le film, il va vous manquer quand même quelques petits trucs par rapport au comics, mais en soi vous allez quand même vous y retrouver un minimum. Watchmen,
juste un exemple pour toutes les prochaines séries. Hein. Le truc un peu paradoxal, c'est que comme ça a été fait pour être une série sur une seule saison, narrativement c'est beaucoup plus simple que quand on doit déployer ça sur plusieurs saisons. Par exemple, une série comme Westworld, c'est vachement complexe à faire sur tout un tas de saisons que quand on a vraiment doit boucler à la fin de 9 épisodes. Narrativement, c'est juste extraordinaire en fait ce qui s'est passé. J'avais pas regardé de théorie, j'avais pas cherché à savoir, je voulais vraiment être totalement happée par la série et pour le coup, quel tourbillon ça a été, ça a été dingue. Chaque épisode est une nouvelle révélation, mais un nouveau mystère, enfin plein de nouveaux mystères en fait. On a des réponses à nos questions, mais à côté il y a encore plein de questions. On trouvera des réponses, mais c'est la façon d'avoir ces révélations, elle est totalement inédite. Et je trouve franchement qu'on arrive avec Watchmen à une nouvelle mouvance de séries. Vraiment, je pense que tout un tas de séries vont prendre exemple sur elle. Et je pense que c'est vraiment l'exemple à suivre, même en termes de réalisation. Enfin, en termes de réalisation, en termes d'easter egg par rapport aux comics, il y a vraiment tout un tas de références qui sont très fines. Moi, il y a plein de trucs où je suis passée totalement à côté. Et pourtant, je connaissais l'œuvre originale, mais je suis passée à côté de tout un tas de trucs parce que c'est tellement subtil. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de, entre guillemets, on dit relecture, mais je veux dire, il faut même regarder la première saison et la re-regarder par la suite pour capter tous les trucs. Et ça, une série comme ça, j'adore. Vraiment, comme c'est le cas pour Westworld, pour moi, on regarde la saison, on croit avoir tout compris, mais on a peut-être compris finalement 90% des informations, et on re-regarde encore pour avoir les 10% d'informations restants. Et là, tout prend son sens et tout devient encore plus subtil et encore plus intelligent. C'est une série qui est très intelligente. C'est une série quasiment parfaite, très honnêtement. J'ai bien aimé le lien qu'ils ont fait avec le comics qui me semblait finalement, à un moment donné, je me suis dit, oh non, ça va pas apparaître, etc., etc. Et au final, ça devient le truc très important. Et tout prend un sens et tout est encore plus dingue. Et en termes de structure narrative, c'est parfait. Et même en termes de BO, la BO est juste dingue en fait. Elle colle parfaitement à l'ambiance qui est un petit peu mystérieuse, qui est un petit peu bizarre. Les moments tristes, elle est sublime. C'est vrai qu'en termes d'émotion, il y a un épisode, j'étais 5 minutes après, je pleurais encore en fait, tellement j'étais pas bien, tellement l'épisode j'ai un flot d'émotions tout d'un coup qui était assez dingue. Il y a tout un tas de thématiques qui sont traitées, notamment par exemple le racisme, mais il y a aussi tout un tas de dilemmes moraux qu'on retrouve effectivement dans le comics qui sont encore peut-être même plus grands en fait. Des dilemmes moraux qui sont peut-être encore plus compliqués, où on est en train de se dire devant un écran. Je sais pas trop ce que j'aurais fait moi à sa place. Est-ce qu'un tel est gentil, est-ce qu'il est méchant, ou est-ce que je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc ouais, je trouve qu'on a respecté complètement l'esprit du comics, qu'on a réussi à sublimer même, et que tout était très fin, très intelligent, et c'est une série à revoir. Je pense même à revoir plusieurs fois, effectivement. Watchmen, c'est mon coup de cœur de cette année, et donc la première série de ce classement, et c'est largement mérité. Voilà pour mon top des séries 2019. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top à vous, hein, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!